Mesdames et messieurs, bienvenue au 45e épisode du H2H Academy Podcast. Cette semaine, on reçoit une invitée qui vient, je pourrais dire avec le sujet de l'heure, qui vient parler de la loi 25 ici. Qu'est-ce que ça implique pour nous, les petits, moyens, grands entrepreneurs? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se conformer à cette nouvelle loi-là? Et on vient aussi parler de cybersécurité, qui est un enjeu très important, mais cependant, je pourrais dire sous-estimé, hein, on voit pas tous les méandres que ça pourrait causer de ne pas avoir une bonne cybersécurité dans nos entreprises web. Donc, je vous laisse à l'instant avec Emeline Manson et moi-même pour parler de ces sujets. N'oubliez pas, si vous appréciez le podcast, allez vous abonner, allez laisser un 5 étoiles, ça fait toute la différence pour nous. Bonne écoute. Donc, sans plus attendre, puisque on veut avoir le temps nécessaire pour pouvoir discuter de plein de sujets importants, intéressants aujourd'hui. Emeline, comment ça se prononce ton nom de famille, Manson? À la française Manson. Sinon, ça fait un peu trop tueur en série. J'essaye d'arrêter de m'associer à ce type de personnes. J'avais le feeling de ça aussi, fait que c'est pour ça que je te posais la question. Donc, Oui. Emeline Manson qui est avec nous ce matin pour discuter de la loi 25 particulièrement, discuter de cybersécurité aussi. Emeline, t'as un beau background en général. Bref, premièrement, t'as fondé ton entreprise qui s'appelle Cyclic, qui est une entreprise destinée à aider les autres entreprises, si je le comprends bien, avec les aspects de cybersécurité, cyberprévention. T'as une belle mission derrière ça. J'ai été fouiné un petit peu dans des épisodes de podcast que t'as fait. J'ai entendu que t'as travaillé précédemment à la Banque nationale, donc où tu travaillais d'ailleurs en cybersécurité, cybercriminologie peut-être. Ouais. Et t'as décidé d'aider les consommateurs parce que j'imagine que dans une banque, on le voit de façon assez fréquente, hein, des gens qui se font hameçonner par rapport à la cybersécurité. Puis toi, t'as décidé de faire, hey, je vais aider les gens, je vais me lancer à mon compte pour soutenir ces gens-là. Puis peut-être juste pour terminer un peu ta présentation, tu as fait un bac aussi en criminologie qui t'a amené en cybersécurité ensuite. C'est bien ça? Ouais, exact. Cool. Et aujourd'hui, Emeline, j'avais une question pour toi afin de lancer le bal. Puisque toi, tu travailles dans ce monde-là, donc de la fraude, des gens qui sont, on pourrait dire, assez créatifs afin de Mhm. faire sortir de l'argent, des mots de passe, peu importe, tout ce qu'on veut. Est-ce que tu dirais que les fraudeurs sont de bons vendeurs d'ordre général? Moi, je dis souvent, oui, que les fraudeurs sont des entrepreneurs eux aussi. Eux aussi, ils roulent une business, ils sont hyper créatifs, ils s'adaptent à leur marché, puis le marché, c'est nous, même si on est plus ou moins consentant, ultimement. Mais oui, c'est des gens très, très créatifs, très bons vendeurs, et ça va aller chercher les émotions, hein. Tout est une question d'émotion parce que, moi, je suis dans le domaine, oui, de la cybersécurité, mais c'est un très, très grand domaine. Il y a plein d'expertise à l'intérieur de cette grande thématique, comme un peu le marketing, qui dit, je suis en marketing, ok, mais plus précisément. Donc, moi, je m'intéresse à l'humain. Je pars du principe qu'on peut avoir le meilleur système informatique en place. Si notre humain, lui, est pas sensibilisé, on est à la case départ. Donc, c'est ici une question d'émotion. On est des humains, on ressent des émotions, on reçoit un message, ça nous fait réagir. Et c'est ça, la suite des choses. Donc, ça peut être de la peur, ça peut être l'envie d'être serviable, de rendre service à quelqu'un. Donc, il y a plein d'émotions sur lesquelles ils viennent appuyer. Des fois, ils font exprès, des fois, ils font pas exprès, parce que beaucoup de messages sont aléatoires aussi, parce que c'est juste envoyé à une panoplie de personnes, puis la première qui cliquera sera l'heureuse gagnante, entre guillemets. Mais, ouais, ils sont hyper créatifs et très, très vendeurs, entrepreneurs. Ouais, je trouvais cette parallèle-là intéressante parce que nous, on se débat toujours de notre côté à prôner pour notre métier, puis d'être en mesure de comprendre, en fait, de faire comprendre aux gens que c'est pas tous les vendeurs justement qui sont des fraudeurs ou des arnaqueurs. Autant que là, on le voit vraiment dans le sens propre du terme, un fraudeur qui vend sa salade, qui arrive à nous convaincre que hey, Ça. clique sur le bouton ici, puis ça va bien aller, tu vas avoir telle affaire. Et autant qu'à l'inverse, il y a des gens en vente qui sont moins éthiques, qui respectent moins le client, respectent moins les besoins du client. Je trouve cette façon-là de voir les choses intéressantes encore une fois parce que le talent en vente, en marketing, en persuasion peut très bien être Mhm. utilisé de façon positive autant que négative. Puis là, toi,
toi, tu baignes dans ce monde-là où ce que tu vois justement des gens très talentueux en marketing et en vente, mais l'utiliser malheureusement pour les mauvaises raisons et les pires, là, voire même c'est pire encore que de vendre quelque chose nécessairement que le client a pas de besoin. Là, c'est vraiment d'arnaquer les gens. Puis Ouais. et j'imagine, toi, t'as vu ça un petit peu peut-être dans ton bac en criminologie, en cybersécurité, là, dans ton certificat, je crois que t'as fait. Vous apprenez à déceler, si je peux dire, les comportements, l'aspect psychologique derrière ça, comment que les gens fonctionnent? Pas tant. Alors plus mon bac en criminaux, oui, mais j'ai fait un certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal, puis là on est beaucoup plus sur, tu sais, sur la machine, sur les preuves, sur les traces, les communications, tu sais, les traces que ça laisse et tout dans un but de remonter jusqu'au criminel ultimement. Mais mon bac en criminaux est beaucoup plus basé psychologie humain. Moi, je suis arrivée au Québec, vous vous en doutez à entendre mon accent, même ça fait 12 ans que le Québec m'a adoptée, mais je suis arrivée, je voulais faire mon bac en criminaux, et moi, je voulais être comme à la télé, NCIS, police scientifique, faire des enquêtes de crimes, mais tu sais, vraiment être sur le terrain, faire des analyses et tout. Ben, finalement, la criminaux au Québec, ça n'a rien à voir avec ce qu'on se fait en Europe, l'idée de la criminologie. Et souvent, moi, quand j'expliquais de la famille ou des amis ce que je faisais en criminaux, je disais souvent que c'était un psychologue pour criminels. Que on était vraiment dans l'état d'esprit, dans la compréhension de la psychologie, dans un but de réadaptation sociale. On n'est pas du tout en prévention ou dans l'action du crime, on est dans le après, de comprendre tout ça et de réadapter cette personne-là socialement. Donc oui, j'ai eu accès à beaucoup de criminels ou en tout cas des délinquants. J'ai baigné beaucoup dans la toxicomanie, dans l'itinérance, donc beaucoup de criminalité à ce niveau-là aussi. Et oui, c'est de la psychologie. Finalement, il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de grandes théories plates en criminologie, mais indirectement, on revient toujours à un peu la psychologie, la motivation, et tu sais, un peu le triangle de qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je risque si je me fais prendre, et tu sais, le bassin de personnes possibles et disponibles en tant que client, entre guillemets. Donc oui, c'est énormément de psychologie, mais en cyber, en tant que tel, on nous l'a pas tant appris. Et moi, justement, j'enseigne un de mes cours, parce que j'enseigne à Poly. Maintenant, j'ai 3 charges de cours et c'est l'analyse de la cyber-victimisation. Parce que j'enseigne à de futurs enquêteurs qui veulent absolument courir après le méchant, mais on s'entend dans des cas de crimes cyber, on met très rarement la main sur le méchant, malheureusement. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'il est à l'extérieur, parce qu'il utilise des technologies qui permettent de l'anonymiser. Et ce que je veux faire, c'est sensibiliser aussi nos gens en disant, t'as accès quand même à une victime, par contre, à quelqu'un qui a vécu des choses, et ça doit être aussi dans les capacités qu'on développe de l'accompagner comme il faut, au niveau de l'écoute, au niveau de la patience, au niveau de, tu sais, juste d'être là, de faire des suivis. Donc, c'est pas quelque chose de central dans le domaine de la cyber. C'est pour ça que je pense que je me suis faite ma place en si peu de temps que je me suis partie à mon compte, parce qu'il y a comme vraiment une lacune sur l'aspect humain et psychologique. T'as voulu te positionner plus dans l'action, justement, dans la prévention avant que ça arrive pour aider les gens à empêcher ce genre de situation-là, ou du moins à être prévenus afin de ne pas vivre ce genre de situation-là, au lieu justement d'être dans l'analyse de après, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est ce que tu fais d'ailleurs avec les entreprises. Tu es dans la prévention avec eux, tu les aides à mettre des systèmes, des stratégies en place, ou du moins des outils peut-être en place qui vont les empêcher justement de vivre ce genre de situation-là concrètement. Fait que tu préfères être dans cette position-là que justement dans l'analyse ensuite, là, de ce que je comprends. Tout à fait. Puis être dans là où est-ce qu'on a du pouvoir en tant qu'humain aussi. Parce que je veux dire, moi, en tant qu'humain, j'ai un ordi entre mes mains, puis je suis comme, je fais confiance à l'ordi. Ouais, mais on est un outil, nous aussi. C'est nous qui pianote au clavier, c'est nous qui jouons avec la souris. Donc, on a du pouvoir en tant qu'humain sur cette technologie. Puis c'était tout dans nos pratiques. Comment est-ce que je gère mes courriels? Comment est-ce que je gère mes mots de passe? C'est un casse-tête, ça, on pourra en parler. Donc, tu sais, c'est toute la gestion de ces outils-là. Oui, on fait affaire avec de grandes plateformes, avec les Microsoft de ce monde, les Google, les HubSpot, tu sais, avec ces grosses plateformes. Mais on a aussi, et ça va faire un parallèle avec la loi 25, mais aussi on a une responsabilité face à ces plateformes. Même si elles sont sécurisées, il y a une porte d'entrée qui est la nôtre, c'est-à-dire notre courriel, notre mot de passe pour rentrer dans cette plateforme. Et ça, il y a juste nous qui avons du contrôle là-dessus. Puis, tu sais, on parlait en off un petit peu de vous, l'épisode avec un compte Facebook qui a été piraté. Tu sais, c'est un humain à la base qui avait peut-être de moins bonnes pratiques au niveau de comment est-ce que son Facebook était paramétré, était configuré. Et donc, c'est une porte d'entrée hyper facile pour les fraudeurs ensuite. 100%, puis ça m'apporte à me questionner quand tu parles de ça, parce que tu sembles justement, toi tu le vois souvent, c'est quoi le pourcentage d'entreprises qui vit du hack, là, concrètement, ici au Québec, là, mettons? Alors, il y a la statistique officielle et la statistique un peu underground qui est beaucoup plus réaliste. Parce que si tu regardes les statistiques officielles,
c'est très peu réaliste. Ça nous dit que 20% des entreprises déclarent avoir été touchées. Donc, Ok. déclarer, ça veut dire qu'ils l'ont dit. Ça veut pas dire qu'il s'est pas arrivé quelque chose. Et quand on regarde 20%, c'est une entreprise sur 5. On dit, oh, c'est pas tant que ça, faut pas capoter tant que ça. Mais Ah ouais. elle est pas réaliste, cette stat. Elle est pas réaliste parce que c'est les gens qui le déclarent. Puis les gens, on va pas le déclarer souvent pour éviter les retombées réputationnelles et tout ce qui s'ensuit. Quoique avec la loi 25, ça va être amené à changer. Si c'est des incidents qui concernent des renseignements personnels, on va devoir le déclarer. Mais la statistique beaucoup plus réaliste, ce serait beaucoup plus un 3, 4 entreprises sur 5 qui vivent des incidents. Puis tu sais, cet incident-là a pas besoin d'avoir été une réussite pour le fraudeur, mais juste une tentative qu'on a réussi à tasser. On en reçoit tous des courriels bizarres, des messages bizarres, des sollicitations bizarres, on en reçoit toutes et tous. Ah ouais. Dernièrement, sur notre page Facebook professionnelle, on a reçu un message, puis c'est comme une fausse page Facebook là, de Facebook Business Management, je sais pas trop quoi. Puis là, ça dit veuillez remplir ça pour continuer à rouler vos publicités, sinon vous serez arrêté. Là, j'étais comme what the fuck, là, je check ça, j'envoie ça à mon agence web. Je suis comme qu'est-ce que c'est ça? Il dit non, clique pas là-dessus. Il dit c'était une fraude directement, mais quand tu cliques sur la page, là, tu vas analyser, tu fais ah, c'est clairement pas Facebook, mais à première vue, c'est là que, comme t'as parlé tantôt, les émotions, c'est là que ça vient chercher, parce que tout de suite, moi, c'est comme, non, pas mes pubs arrêtées encore, là, je commençais à stresser tout de suite, je m'en allais appeler mon partner, je vais parler à l'agence web en premier, juste voir qu'est-ce qu'il en pense de ça, il me dit non, puis là, dernièrement, d'ailleurs, ils ont envoyé un communiqué à tous les clients, puis ils ont dit, faites attention avec ça, parce que, il y a des gens qui peuvent se faire, puis tu sais, tu te fais, si tu cliques sur le bouton tu t'en vas trop loin, tu te fais bannir ton compte, ils prennent ton compte en otage, etc. Chose un peu qui nous avait arrivé dans le passé. Fait que c'est vraiment l'émotion. Hein. Sur le coup, moi, j'étais stressé. Puis j'ai oh non, je vais cliquer là-dessus. Mais faut se gérer un petit peu dans ce genre de situation-là. C'est vraiment c'est ce que t'as fait, typiquement, c'est vraiment l'illustration parfaite parce que t'as pris le pas de recul qu'il fallait. Tu sais, c'est sûr, on vit des émotions, tu sais, on est des humains, à part si on est un petit peu des extraterrestres, on n'est vraiment pas d'émotions. Bon, il y a des gens qui vivent moins d'émotions, ils vivent pas les mêmes, en tout cas. Mais dans ton cas, c'est ça, c'est dire, on la vit l'émotion, mais après, faut prendre le temps et avoir l'habitude de prendre un pas de recul et faire les vérifications comme tu l'as fait. Et à ce moment-là, on vient de désamorcer le tout. Mais c'est ça, on est tellement dans un monde spontané, avec les réseaux sociaux, avec toute la gratification immédiate qu'on veut réagir à tout rapidement. Et c'est ça le piège. Faut vraiment revenir en arrière et dire, je prends un pas de recul, je fais mes vérifications. Puis si je suis pas capable d'avoir mes réponses, tant pis, j'ignore. Tu sais, ça, c'est un truc qu'on a du mal comme humain parce qu'il y a la curiosité qui embarque quand même en arrière. Et on se dit, je peux pas ne pas répondre, je peux pas ignorer. Mais tu sais, si c'est vraiment important, la personne va trouver un autre moyen de communiquer avec toi. On se connecte à notre espace en ligne directement sans cliquer sur le lien. On se connecte à notre Facebook directement, voir est-ce qu'on a le même message d'erreur. Donc, tu sais, il y a des stratégies quand même pour assouvir notre curiosité sans se mettre en danger aussi. Ouais, puis c'est important de, justement, comme que tu le fais, je pourrais dire, exposer ça aux gens le plus possible. Tu sais, moi, quand je vois des messages comme ça, je suis comme, ah, si, je suis content de le voir parce que on dirait je sais tout de suite que la prochaine fois que ça va arriver, je vais faire attention un petit peu parce que sur le coup, j'ai été pris dans les émotions initialement, mais on dirait quand on est bien prévenu, c'est le mot que je cherchais tantôt, quand il y a beaucoup de prévention qui est faite à ce niveau-là, ben on arrive face à une situation comme ça, puis on est moins émotif justement et plus rationnel à dire wow minute, what is that? Fait que j'aime bien la mission que tu portes sur ça. Puis je suis curieux, est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'entreprises ou de cas vraiment sévères que tu as vu que ça l'a fait? Là, on connaît tous Desjardins, là, puis ce genre, mais je sais même pas si c'est de la cybersécurité chez Desjardins ou c'est plus à l'interne qui t'est arrivé quelque chose. Mais toi, par exemple, sans nommer de nom, bien sûr, parce que ça doit être très privé par rapport à ce que tu fais avec les entreprises. Y a-t-il un gros cas je pourrais dire, de cyberfraude qui a donné beaucoup de mal à une entreprise, par exemple, pour sensibiliser les gens d'ailleurs là-dessus? Mais c'est un petit peu, pour être très honnête et transparente, c'est un petit peu la motivation qui m'a poussée à me partir à mon compte parce qu'il y avait eu 2-3 situations qui m'avaient fait beaucoup réagir quand je travaillais à la banque parce que c'était vraiment des histoires qui ont très très mal fini. En fait, on avait c'était comme tu sais des fois ça arrive en lot où est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui se font frauder one shot parce qu'il y a tout un stratagème et tout le monde tombe dans le panneau, mais là on avait des petites entreprises en plus. Puis moi, c'est vraiment ma niche, je travaille avec des petites entreprises, avec des OBNL, c'est ça qui me tient à cœur et là on avait une entreprise
un humain à l'interne a cliqué sur un lien qui n'était pas supposé et là, ça a téléchargé sur l'appareil un rançongiciel, ransomware. Donc, c'est un logiciel qui vient chiffrer l'entièreté du réseau, l'entièreté des datas, même si les choses qu'on a sur le drive, si on a un lien depuis notre ordinateur directement, ça vient chiffrer l'ensemble. Avec là, l'entreprise était à l'arrêt. Complètement, parce que en plus, ils avaient pas de backup. On n'a pas de backup au Québec. On fait pas de backup. Alors qu'un bon vieux disque dur externe, on va avoir, sous-traité avec une firme externe, ça aurait évité le problème. Mais pas évité le problème, mais en tout cas, que ça dure moins longtemps parce qu'on aurait pris nos backups, on aurait continué de rouler, mais là, ils étaient à l'arrêt complètement. Et les cybercriminels, les fraudeurs demandaient une rançon, bien entendu, et demandaient de souvenir un 80, 100 000, chose que l'entreprise n'avait pas. Et ils ont mis la clé sous la porte. Ils étaient pas capables de payer la rançon. Ils étaient pas capables de continuer de rouler parce que tout était à l'arrêt. Ils avaient pas de sauvegarde. Et quand on avait eu 3-4 entreprises comme ça qui ont vécu, et je me dis, mais je peux pas croire. Tu sais, c'est le projet d'une vie, ça détruit un humain et tous les employés, même la personne qui a cliqué. T'imagines le sentiment de culpabilité à vie qui te suit aussi, d'être comme l'élément déclencheur d'eux. Et donc, il y a vraiment de tristes histoires qui finissent. Pierre-Luc, quand il avait cliqué, là, pour ceux qui ont écouté nos autres épisodes de podcast, on en a déjà parlé, mais on avait vécu un hack de notre compte publicitaire Meta, Facebook, puis Pierre-Luc, quand il avait cliqué sur le petit lien là de Instagram qui envoyait une notification, après ça, il s'en est voulu, il a pas téléchargé Instagram. Je délite ça de mon téléphone, je veux plus toucher à ça. Si je vais me faire avoir, mais je pense parce qu'on n'avait pas le tout FFA là ou quelque chose comme ça là. Ouais. Mais bref, tu sais, c'est oui, effectivement, c'est tellement comme prenant dans une situation comme ça, tu peux pas rien faire. T'es à la merci des hackers, puis comme tu le dis, c'est tellement difficile des fois de retrouver, d'aller chercher ça parce qu'ils peuvent être partout sur la planète là, concrètement. Fait que t'as pas vraiment de moyens de défense là comme ça. Il y en a pas là des moyens de défense, si je comprends bien. C'est vraiment plus des moyens de prévention, de sécurité qui sont importants parce qu'une fois qu'on est rendu là-dedans, il n'y a pas grand-chose à faire, à moins qu'on soit bien protégé, qu'on ait des backups, qu'on ait des solutions de rechange. Si quelqu'un comme dans une entreprise comme tu mentionnes, il y avait rien à faire pour eux. Pour moi, ça fait partie de la prévention, toute cette préparation-là, de dire, en fait, la question, c'est pas est-ce que ça va m'arriver, c'est quand est-ce que ça va m'arriver. Donc, autant se préparer au mieux le jour où ça arrive. Au moins, vous avez votre plan, vous savez exactement quoi faire. D'ailleurs, je me fais une micro-pub, mais c'est juste pour aider les gens qui nous écoutent. Avec une avocate, dans le cadre de la loi 25, on a une avocate et une fille en TI, une experte en TI. On a rédigé toute la panoplie de procédures internes qu'il y a à mettre en place pour la loi 25. Il y en a comme 5-6. Mesprocédures.ca, c'est téléchargeable gratuitement, vraiment publiquement. C'est là pour aider les gens. Et là-dedans, il y a une procédure de gestion des incidents. Où est-ce qu'on a élaboré de dire, bon, on perd un ordi, c'est un incident de confidentialité, ça aussi, puis ça peut être très dommageable. Qu'est-ce que je fais? On se fait pirater un compte, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, vraiment les premières actions, parce que c'est pas le moment d'être dans la réflexion quand ça arrive. Faut être juste dans l'exécution de dire, OK, c'est quoi le checklist? Puis je réfléchis pas, je fais juste qu'est-ce qu'on avait écrit et planifié initialement. Parce que ça va arriver à un moment donné et on veut juste être le plus préparé possible. Pourquoi? Pour se remettre sur nos pieds le plus rapidement possible et reprendre les opérations. 100%, puis je pense que c'est où est-ce que les gens en fait peuvent trouver ça? Toi, est-ce que tu as un petit checklist? Mesprocédures.ca. Mesprocédures.ca, on a essayé de garder ça simple. Donc c'est un site web, la trouche est téléchargeable directement depuis le site web. Génial. Fait que j'incite tout le monde, s'il vous plaît, à aller faire ça. Si vous ne vous sentez pas bien protégé, Emeline a fait du super bon travail déjà avec les entreprises avec lesquelles elle travaille. Fait que allez voir ça. J'ai une autre petite question pour toi. Pour justement outiller les gens, d'ailleurs, ça en est un outil, je suis content que tu le partages. Ce serait quoi, disons, les enjeux ou les choses à faire principales là, de base pour une entreprise, une PME à l'heure actuelle qui a peut-être qui lui manque une couche au niveau de la sécurité, qui lui manque une certaine structure pour être mieux sécurisé sur le web. Ce serait quoi tes premiers conseils, je pourrais dire? Ça va paraître vraiment de base, mais si je le dis encore en 2023, c'est parce qu'il y en a encore beaucoup d'entreprises qui ne le font pas, mais c'est toute la notion de gestion des mots de passe. Pour vrai, c'est tellement un casse-tête, surtout en entreprise, on va avoir tendance à se partager des mots de passe entre plusieurs personnes, puis là, la gestion devient compliquée, donc on veut faciliter la vie. Moi, je dis que c'est vraiment correct. En cybersécurité, il faut trouver notre équilibre et notre sweet spot entre justement la sécurité, mais aussi la fonctionnalité. Il faut trouver cet équilibre-là. Si on met la barre trop en termes de sécurité, personne va l'utiliser, ça fonctionnera pas. Mais de vraiment de dire, OK, j'accepte de baisser un peu mon niveau de sécurité pour que ce soit quand même fonctionnel, puis m'assurer que tout le monde à l'interne l'utilise. Donc, les mots de passe, sincèrement, c'est vraiment un casse-tête.
Les bonnes pratiques de base seraient d'avoir un mot de passe robuste. Ça veut dire quoi en termes de nombre de caractères? On aimerait avoir un mot de passe minimalement entre 16 et 18 caractères. Quand même. Maintenant, il existe plein de stratégies pour s'en souvenir ou même des outils pour nous aider. Si tu veux que j'élabore à ce niveau-là, tu me le dis, ça va me faire plaisir, mais c'est la toute base d'avoir cette robustesse de mot de passe-là parce que il existe encore des attaques qu'on appelle par force brute, ou est-ce que c'est même plus un humain qui fait ça, c'est un robot qui essaye l'une après l'autre toutes les combinaisons. Exactement. Fait que si mon mot de passe, il fait 8 caractères, c'est beaucoup plus facile et rapide à trouver. Ouais, si l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux travailler, elle peut aussi aider les hackers à bâtir des systèmes plus efficients de leur côté, puis justement diversifier leur façon d'attaquer. Ouais, je pense que c'est un très bon conseil au niveau des mots de passe, puis même moi je le prends en note parce que tu parlais, puis là j'étais comme ouais, tel mot de passe fait longtemps, ça. C'est vrai ça, mais j'ai pas fini si tu veux, je peux même en rajouter une couche parce qu'on parle de mot de passe robuste, mais de mot de passe unique aussi. Un mot de passe que je réutilise à nulle part ailleurs. Ça c'est un bout quand même complexe, mais le problème c'est que si mon mot de passe, exemple d'Amazon et de Facebook, c'est le même. Puis là, des fois, c'est même pas de notre faute. Les plateformes se font pirater. C'est une réalité. C'est même pas de notre faute. Fait que là, mon mot de passe de Facebook, il est récupéré par le fraudeur. Il sait que la plupart des gens réutilisent leur mot de passe. Il va aller l'essayer partout. Oh my God. Ça, c'est un gros problème aussi. C'est souvent ce qu'on voit. Les dommages s'étalent assez rapidement là, à partir de ce moment-là. C'est vraiment intéressant. Puis, je voulais prendre une direction par rapport à la loi 25 d'ailleurs. Est-ce que la loi 25 a été mise en place pour justement aider à la cybersécurité, la cyberprévention, ou est-ce que c'est juste une loi qui a été mise en place pour mieux contrôler les entreprises? Comment tu le vois? Puis ça fait quoi la loi 25 finalement? La motivation première de la loi 25, c'est de protéger le public parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y a de plus en plus de fuites de données, d'incidents de confidentialité et que ça a un impact majeur sur les citoyens, les citoyennes en termes de dossiers de crédit, vol d'identité et ça détruit une vie. Ça aussi, je pense que les personnes qui étaient justement dans la brèche des jardins le vivent encore aujourd'hui, ont les répercussions encore dans leur vie. Donc, ce que veut la loi, c'est éviter ces incidents-là. Et ça passe effectivement par la conscientisation des entreprises qui, elles, détiennent les renseignements personnels sur les citoyens, sur les citoyennes, sur nos équipes aussi, nos employés, on n'y pense pas, mais RH, on a full de données sur nos employés, on a leur numéro d'assurance sociale, on a un spécimen de chèque et ainsi de suite. Donc, c'est ça la motivation de la loi. Ils insistent un petit peu sur la notion de cybersécurité, mais tu sais, c'est une loi. Donc, c'est pas mal juste un checklist de ça te prend ça, il faut ça, mais c'est pas magique non plus. Même si t'es conforme à la loi 25, ça ne va pas t'empêcher d'avoir un incident de confidentialité non plus. Parce que comme on le disait, de toute façon, ça va arriver à un moment donné. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter les risques, fermer les portes d'entrée inutiles, puis d'avoir un meilleur contrôle justement sur la façon dont on a cloisonné tout ça. Donc, c'est plutôt ça, l'objectif, c'est de protéger le public. Donc, pour beaucoup d'entreprises, ça peut être comme un fardeau là, en ce moment de faire ça puis de s'adapter, je pourrais dire, à la loi 25 en soi, parce que justement, ils n'ont pas d'avantage techniquement à le faire au niveau sécuritaire tant que ça, je pourrais dire, pour solidifier les barrières de l'entreprise puis s'assurer qu'il n'y ait pas justement de fraude ou quoi que ce soit. C'est pas la même procédure que de mettre la loi 25 en place là, pour quelqu'un par exemple. Ça va amener des réflexions indirectement. Après, ça dépend avec quel expert tu parles. Parce que quand tu as des experts qui sont juste loi 25, ils ont l'expertise légale. C'est pour ça que moi, je pense que loi 25, ça prend un peu une équipe multidisciplinaire parce qu'il n'y a pas juste le côté légal, il y a effectivement, comme tu dis, le côté cybersécurité là aussi. Moi, je pense que ces deux thématiques sont indissociables et ça dépend donc avec qui tu parles. Moi, selon moi, quand j'accompagne des clients avec la loi 25, c'est sûr que je fais un détour cybersécurité. Tu sais, je veux qu'on fasse un inventaire et savoir qu'est-ce que t'as, où est-ce que tu l'as, qui y a accès, comment c'est protégé, puis de venir colmater tout ça là où est-ce qu'il y a potentiellement des lacunes. Donc moi, selon moi, c'est indissociable, mais ça va vraiment dépendre à qui on parle. Mais je suis d'accord avec toi sur la notion de fardeau parce qu'en plus, tu sais, nous on est dans des entreprises, souvent on voit beaucoup rentabilité et c'est pas une démarche qui te rapporte de l'argent, mais c'est une démarche qui peut quand même faire briller l'entreprise. Tu sais, j'essaie de voir le positif en disant ça peut démarquer des concurrents, de dire nous la protection des données est importante pour nous, puis tu sais de marteler un petit peu plus là-dessus. Je trouve que ça peut être aussi une belle façon de se différencier par contre. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi parce que on peut le revirer à notre avantage. Si on veut justement mousser notre marketing puis mieux vendre notre service, si on protège mieux les données de nos clients, évidemment, ça devient intéressant, surtout dans un monde où est-ce que la cyberfraude prend de plus en plus de place,
plus que l'entreprise elle est alerte à ce niveau-là, ben selon moi, les consommateurs vont avoir des incitatifs avec le temps de le faire parce que je pense que la fraude va continuer d'évoluer autant que le web, donc ça va devenir peut-être, je sais pas, ça va devenir de plus en plus dangereux parce qu'on met de plus en plus de systèmes pour se backer contre ça, mais ça reste quand même que le risque va toujours être présent. Fait que moi, j'aime bien cette approche-là. Oui. Puis, je me questionnais à ce niveau-là, moi, personnellement, c'est quoi les impacts que ça a? On peut rentrer un petit peu dans les détails. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés à entendre cette réponse-là aujourd'hui. C'est quoi les impacts que ça a au niveau justement du marketing et de la prospection, par exemple, pour les entreprises? Parce que j'ai des étudiants qui sont des conseillers financiers, qui sont des courtiers immobiliers, qui font de la sollicitation de clients à gauche et à droite. Puis autant justement que j'ai des gens qui font du marketing, des campagnes publicitaires. Nous, on en fait. C'est quoi les impacts que ça a à ce niveau-là pour une entreprise? Première piste de réponse, ça dépend avec quel type de client on fait affaire. Parce qu'il y a une distinction importante au niveau de la loi 25, c'est ce qui concerne les renseignements personnels versus les renseignements professionnels. Donc la sollicitation auprès de citoyennes, de particuliers versus d'entreprises va être différente et en fait, très simplement, tout ce qui touche les renseignements professionnels, donc qui concerne quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions, ça embarque pas du tout dans la loi 25. Donc ça, c'est comme toute une game complètement différente. C'est pas une raison pour pas prendre soin et faire les choses tout croche. Ça va être notre réputation anyway qui va en pâtir. Mais la loi 25 concerne vraiment les particuliers, les citoyens, les citoyennes, leurs renseignements personnels. Et qu'est-ce que ça change en termes de sollicitation? Tout le cœur là-dedans, c'est la notion de consentement. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en marketing, qu'on le fait peut-être sans le consentement de la personne, parce qu'on dit, le consentement a été donné indirectement. Non. La loi 25 veut que le consentement soit donné directement. Donc, je te donne un exemple. J'ai des clients, les abonnés automatiquement à la fin du mandat à mon infolettre, j'ai pas eu le consentement expressément pour ça. J'ai pas demandé, j'ai pas fait aucune une case à cocher à mon client en disant, souhaitez-vous vous abonner à mon infolettre? Il n'y a pas cette action-là. Donc, dans ces conditions, je ne serais pas supposée utiliser cette adresse courriel-là. Mais ça, avant la loi 25. Ouais, mais... Il y avait une autre loi, là, je me souviens plus laquelle, là. C'est... La loi anti-courriel. C'est 27, c'est 25, je me souviens plus, quelque chose comme ça. Je me souviens plus des numéros, mais je pense de souvenir c'est plus la loi anti-pourriel, même où est-ce que le consentement doit être renouvelé à chaque 2 ans, ce que personne ne fait d'ailleurs. Mais ça encadrait tout ça, mais là la loi 25 vient vraiment comme remettre un coup là-dessus en disant le consentement, c'est un élément hyper important. Donc même au niveau aux 6 mois maintenant, hein, le consentement, non. Si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Non, ça dépend comment est-ce qu'on l'a demandé. Parce que si quand tu le demandes, il faut qu'il y ait un espèce de délai. Donc, ça dépend comment est-ce que tu le demandes. Il faut que ce soit spécifié si c'est tout du long du mandat, si c'est le mandat plus, exemple, 6 mois après la fin du mandat. Donc, il faut vraiment juste comment est-ce qu'on le demande. On aurait le droit, tu vois, justement, j'ai des gens dans le domaine de la santé qui m'ont posé exactement cette question-là en disant, exemple, je suis ostéopathe, est-ce que le consentement, je dois le demander à chaque fois à mon patient? Je suis comme, non, tant et aussi longtemps que ton patient est patient, le consentement, tu le donnes une fois. Et tant et aussi longtemps que la personne reste active, il y a la notion aussi de délai de conservation des renseignements personnels, mais tant et aussi longtemps que la personne reste active, tu gardes ces choses, tu gardes ces renseignements que tu as besoin et qui sont utiles au traitement et aux consultations. OK, ça c'est intéressant parce que tu vois, moi j'avais compris, tabarouette, va falloir renouveler comme souvent le consentement des gens parce que par exemple dans mon infolette, nous on a comme 4500 personnes qui sont abonnées puis ils ont cliqué sur le petit bouton pour être dans notre infolette. Puis là j'étais comme non, va falloir je les ressollicite, mais tant qu'ils restent dans l'infolette, dans le fond, même s'ils nous ont déjà donné leur consentement auparavant, ça tient là. Puis je peux continuer à envoyer des courriels à ces gens-là. Alors, là, c'est la loi anti-pourriel qui embarque, qui dit, elle, théoriquement, à chaque 2 ans, théoriquement, il faudrait comme renouveler le consentement. Moi, ce que je pense, c'est toujours dans mon équilibre, sécurité, fonctionnalité, loi 25. Maintenant, c'est un triangle. Mais c'est de dire, tant et aussi longtemps que la personne est active, tu sais, peut-être qu'à chaque 2 ans, je peux effectivement faire un petit ménage. S'il y a une personne qui est abonnée, qui a pas ouvert mon infolette, qui l'a même pas ouvert depuis, ça fait 1 an, ça, on peut peut-être faire, nous, aussi un petit ménage, ultimement. Mais, tu sais, la personne a la possibilité de se désabonner. Donc, c'est pas comme si elle avait pas de porte de sortie si ça y tentait plus non plus. Non, effectivement. Puis j'aime bien l'aspect que t'apportes de soi-même faire un ménage parce que de toute façon, ça vient fausser des données à certaines personnes aussi quand on regarde le point de vue marketing, la chose. T'as des gens qui sont inactifs, puis là, tu regardes ton taux d'ouverture dans les courriels, par exemple, puis il est bas, mais t'as 500 personnes qui ne sont plus dans ta clientèle cible, donc vaut mieux que tu les enlèves puis tu regardes sur des données un petit peu plus réalistes du moment. Ouais, j'aime bien cet aspect-là. Donc là,
revenons juste sur la loi 25 overall. C'est quoi on pourrait dire les deux, trois choses principales que ça implique là, concrètement, juste pour donner des trucs aux gens qui nous écoutent. C'est quoi les deux, trois choses que ça implique pour une entreprise vite, mettons, en démarrant là, sur ça? Alors, comme je veux donner le plus de valeur possible aux gens qui nous écoutent, je vais vous parler des deux choses qui se voient le plus. Parce qu'il y a plein de choses à faire, mais qui se voient pas, qui sont dans nos processus internes. Et bon, on peut prendre peut-être un petit peu plus de temps à les mettre en place, mais ce qui se voit, et donc ce qui est important parce que ça se voit si on les a pas, c'est le bandeau de cookies sur nos sites web. Ça prend un petit bandeau parce que si on collecte des cookies, si on collecte, en français, c'est les témoins de connexion, donc Google Analytics, Pixel, Facebook, ce sont des cookies parce que ça collecte de l'information, entre autres une adresse IP sur la personne qui visite notre site web. Une adresse IP, c'est considéré comme un renseignement personnel parce que ça permet d'identifier une personne, même si c'est indirectement. Donc, je peux pas collecter l'adresse IP de la personne sans son consentement. Ça me prend son consentement et c'est pour ça qu'il nous faut le bandeau qui permet d'accepter ou de refuser. C'est important que la personne ait le bouton refuser, elle doit pouvoir refuser. Donc un bandeau accepter, refuser. Pour les gens qui sont sur WordPress, je vous partage tout de suite une extension qui existe, qui fait la job amplement. Ça s'appelle Compliance. C-O-M-P-L-I-A-N-Z, I guess. Il y a un Z à la fin. Ouais. Okay. Un petit Z à la fin. Donc ça, c'est le premier truc concret que je donne aux gens. Ça vous prend vraiment votre pop-up parce que vous le voyez sûrement, les sites web que vous visitez en ce moment, il y a masse de pop-up et si le vôtre, il en a pas, ça va se voir tout de suite puis on va trouver ça bizarre. Même d'ailleurs, j'ai des clients qui ne collectent pas de cookies. Je leur ai dit, mets-le pareil, ton pop-up. Parce que sinon, tu vas attirer l'attention pour rien. Les gens, ils vont pas catcher que t'en as pas des cookies. Donc, je conseille de le mettre pour quand même. Et la deuxième chose qui se voit, c'est la politique de confidentialité sur le site web. Ça nous prend une politique de confidentialité qui détermine c'est quoi les renseignements qu'on collecte, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on le partage à des tiers, puis c'est toute la notion au niveau de délai de conservation. Donc, moi, ce que je vous recommande pour partir avec quelque chose de concret ce matin, allez visiter des sites web de compétiteurs ou en tout cas des gens qui sont dans le même domaine d'activité que vous parce qu'une politique c'est très propre à un domaine d'activité et puis aux outils qu'on utilise. Allez regarder et allez peut-être vous inspirer. Faites pas un copier-coller bêtement, mais allez vous inspirer pour votre propre politique à vous de qu'est-ce que les autres à droite à gauche ils ont marqué, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui devrait se retrouver dans une politique de confidentialité parce que ça doit être affiché sur notre site web. On doit avoir comme une toute nouvelle section, une petite note de bas de page qui renvoie directement vers la politique de confidentialité. Donc, avec ces deux astuces-là, principalement, les gens vont au moins se conformer à un strict minimum à la loi 25 pour commencer. Puis là, ensuite de ça, je veux te laisser parler un peu de toi, comment tu aides les entreprises justement à faire ça. Parce que nous, on va le faire avec toi d'ailleurs. Là, je pense que Karine a une rencontre demain ou c'est demain une rencontre. Donc, comment est-ce que toi, tu aides les entreprises? Puis comment est-ce qu'ils pourraient te rejoindre, par exemple, s'ils ont besoin d'un petit coup de main avec ça? Très bonne question. Alors, il y a deux volets avec la loi 25, c'est que soit on veut former nos équipes, parce que, tu sais, ultimement, oui, on est peut-être conforme, on a fait affaire avec une firme externe où je vais vous parler de comment nous, on peut vous aider aussi, mais peu importe, loi 25 au niveau gestionnaire, vous êtes CT, mais les employés, on veut les former. Et ça, la loi, elle demande, elle dit, les gens qui manipulent des renseignements personnels, assure-toi qu'ils aient de bonnes pratiques avec. Donc, on peut donner un coup de main au niveau de la formation aux employés. Comme vous voyez, nous, les formations sont hyper dynamiques, on parle de la vie personnelle, on fait des liens, des parallèles, parce que c'est ce qui nous parle en tant qu'employés, on s'en fout de la loi 25 ultimement. C'est quoi concrètement? Donc, premier aspect, et sinon, effectivement, accompagnement loi 25, nous, on a développé beaucoup d'outils. Mesprocédures.ca dont j'ai parlé, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant et qu'on veut offrir à un maximum de personnes gratuitement et à grande échelle, mais on a aussi bâti des outils internes pour venir aider, exemple, à faire l'inventaire des renseignements personnels. Ça, faire ça d'une page blanche, bonne chance de savoir qu'est-ce que t'as, où est-ce que tu l'as, qui y a accès, et ainsi de suite. Donc, on bâtit aussi beaucoup d'outils, puis on est capable d'accompagner. Généralement, ce qu'on propose, c'est 3 rencontres d'accompagnement d'1 heure chacune, où est-ce qu'on laisse des petits devoirs entre les rencontres et tout, avec un checklist pour voir, OK, où est-ce qu'on en est, notre liste de contrôle et tout. Donc, ça, on est capable de donner un coup de main. Ensuite, on remplace pas des avocates non plus. S'il y a des trucs beaucoup plus poussés, ça nécessitera un conseil juridique à ce moment-là. Puis une chose, je pense que j'en ai jamais parlé publiquement, mais Karine est au courant, on va en parler demain. Mais il y a, je parlais de maloi25.ca. Parce qu'ils offrent des subventions. Ils offrent vraiment tout un parcours de conformité, j'aurais pas dire ça, mais en tout cas, tout un parcours d'accompagnement pour aider les entreprises, les petites entreprises. Je pense que leur target, c'est peut-être moins de 500 employés, je crois, mais à aider vraiment, pour vrai, le parcours coûte genre
$1000 et quelques, puis ça inclut genre 10 heures d'accompagnement, la formation aux équipes. Donc c'est vraiment intense, Maloa25.ca. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai la chance d'être fournisseur pour eux, donc il y a beaucoup des mandats qui nous reviennent, nous aussi. Donc c'est nous qui pouvons quand même accompagner avec nos outils et tout les entreprises. Donc Maloa25.ca, les gens peuvent regarder, ça vaut vraiment la peine. Le montant, les subventions sont déjà appliquées sur, tu sais, faut pas appliquer, puis que c'est compliqué, puis que c'est plein de paperasse. On va sur le site web, on décide de qu'est-ce qu'on veut, on met Cyclic comme fournisseur si ça vous tente, ou tout autre, c'est vraiment parfait aussi. Nous, on est pas mal occupés, donc on s'en doute, mais c'est quand même une belle alternative. Ça vaut beaucoup plus la peine de passer par eux, budgétairement, financièrement parlant, que par nous directement, grâce aux subventions. Le projet des gens, ça vaut la peine. Cool. Ben, c'est vraiment cool ça. Merci pour le conseil. Et ça, je pense que tout le monde va pouvoir bien en bénéficier. Ouais. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore à jour avec la loi 25, qui ont pas pris le temps. Puis je comprends ça, c'est correct. Même nous, on est en train de le faire à l'heure actuelle, on est en retard. Parce que la business, ça roule, on n'a pas le temps, puis les entrepreneurs sont comme ça. Souvent, on avance, puis là, de temps en temps, on prend le temps de s'arrêter pour remettre les pendules à l'heure. Fait que si les gens, par exemple, passent par Maloa 25, ils sont en mesure de te retrouver. Sinon, s'ils veulent venir par toi directement, c'est où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? C'est Emeline Manson, on est 2 dans le monde. Il y en a une à Marseille et l'autre, c'est moi qui parle juste de cybersécurité. Donc, en me googlant, vous allez trouver tous les liens. Je suis active pas mal partout. Facebook, LinkedIn, Instagram. On a une chaîne YouTube avec plein de courtes capsules vidéo aussi. Donc, partout. Le mode préféré, c'est là qu'on va pouvoir se retrouver, assurément. Intéressant. Puis, juste avant de terminer, Emeline, je voulais te faire un commentaire que je trouve vraiment intéressant. Je sais pas si c'est voulu, mais du moins ton entreprise, la direction que tu prends à l'heure actuelle, tu te spécialises beaucoup, je pense, justement, au niveau de la loi 25 en ce moment, parce qu'il y a un gros besoin au niveau de la société. Puis je tenais à le souligner parce que nous, on enseigne beaucoup aux gens qui nous écoutent de se nicher, d'être capable d'aller développer un marché, de développer une expertise dans un marché. Puis je pense qu'en ce moment, au Québec, t'es comme la personne qui est reconnue pour aider les entreprises avec la loi 25. Mais du moins, je te vois, t'es dans des articles différents, on t'a nommé à gauche et à droite. Fait que pour moi, t'es la référence ici au Québec et pour beaucoup d'autres personnes. Puis je trouve que c'est une belle façon justement d'avoir pris un détour. Je sais pas s'il y a une raison pour laquelle tu te dis je vais focusser plus sur la loi 25 que d'autres choses. Évidemment, c'est dans ton corps de métier, mais c'est une belle réflexion entrepreneuriale que tu as faite. Puis j'invite les gens à s'inspirer de ça parce que nous, on leur montre développer la business puis aller justement se nicher comme ça. Je pense que tu le fais très bien. Ça t'apporte beaucoup de nouveaux clients, je pense, en ce moment. C'est comme le core de ta business, là. Ouais, pour vrai, parce que nous, à la base, ce qu'on fait, c'est de la formation en entreprise, sur les bonnes pratiques à avoir, mais je dirais 90% qu'on a des mandats en ce moment, c'est de la loi 25, mais pour moi, je reste dans ma mission, je reste quand même alignée, c'est une autre façon simplement le besoin, il est là, puis, tu sais, moi, quand j'ai parti mon entreprise il y a 3 ans, les gens me disaient, Emeline, c'est le fun ce que tu fais, mais moi, ça m'arrivera pas, je me ferai pas attaquer. Tandis que là, grâce à la loi 25, notre discours change. Dire, ouais, je sais, mais j'ai pas le temps. Fait que tu sais, il y a comme un switch déjà motivationnel qui a changé. Je me dis, tu sais, il faut juste trouver les gens, ils ont pas le temps parce que ça paraît une montagne. C'est pas tant une montagne que ça. Tu sais, pour des raisons de marketing, on va rendre ça plus compliqué que ça l'est potentiellement réellement. Mais tu sais, les gens, ils ont juste besoin d'une étape. Donc oui, effectivement, c'est 90% des mandats qu'on a, c'est vraiment loi 25 au point où j'ai formé une deuxième personne parce que moi toute seule, je suis plus capable. Ben, c'est correct, c'est bon signe dans ce moment-là. Ça veut dire que la business va bien, que le service que tu rends aux gens fonctionne puisque ça continue de grossir. Fait que félicitations pour ton succès avec ça. Je tiens à te remercier encore une fois d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Plein de conseils, d'outils, d'astuces que les gens vont pouvoir appliquer dès maintenant. C'est ce que je trouve vraiment pertinent sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions là-dessus. Donc, encore une fois, Emeline, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir la chance de se reparler bientôt puisqu'on risque fortement de travailler ensemble. Assurément. Puis je me porte disponible, je vais me joindre au groupe aussi où le live a eu lieu. Si les gens veulent poser leurs questions directement en commentaire, je m'engage à y faire un petit tour puis pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions, même si c'est peut-être trop pointu par rapport à ce qu'on a regardé. Vous n'hésitez pas, je vais répondre. Génial. Merci beaucoup, Emeline. Merci à tous d'avoir été là. Merci. À la prochaine. Merci, guys, d'avoir été présents lors de ce 45e épisode. J'espère que vous en avez retiré pour votre argent, pour votre temps du moins, parce que c'est gratuit, le podcast, on va se le dire. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci d'être à l'écoute semaine après semaine. Vraiment apprécié. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous partager si vous avez des invités, voire même que vous aimeriez qu'on reçoive sur le podcast directement. Écrivez-moi dans les commentaires, ça va toujours me faire un grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes, une bonne semaine. On se revoit dans un prochain épisode.